voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis, donc dans ce voyage, aujourd'hui, nous recevons Patrick Boutemi. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Alors, directeur de recherche INRIA et spécialiste en traitement d'images. Donc, Jean-Louis, je te laisse poser la première question à notre invité. Oui, alors tu sais déjà que dès qu'il y a le mot image, oui. Nous avons quelques affinités, Patrick et moi. Donc, oui, on se connaît depuis quelque temps quand même. Hein. Au moins la fin des années 80, je dirais. Ah, quand même. On a participé tous les deux, sous une forme ou sous une autre, à toute l'activité du pôle image de Rennes et de Bretagne. On va le voir à travers cet entretien. Mais bon, la règle dans cette émission de voyage extraordinaire, c'est aussi de découvrir l'invité de manière un petit peu plus intime. Et alors, pour connaître un petit peu sa trajectoire, les premières études. C'est pas à Rennes, forcément. C'est dans un autre coin de France. Ouais, moi, je suis originaire de Bretagne, plus précisément de Loire-Atlantique. Je sais bien qu'on parle de la Bretagne différemment suivant les circonstances, mais pour moi, la Bretagne, c'est une Bretagne à 5 départements. Ouais, bon, je terminerai la parenthèse là-dessus. Et puis après, ma famille est partie à Quimper. Donc, j'ai passé mon bac à Quimper, en fait. Ah, d'accord. Et après, j'ai fait prépa à Rennes, et puis je suis parti dans une grande école d'ingénieurs sur Paris, quoi. Une trajectoire assez classique dans les sciences. Et puis, quand on a toute modestie, sans vouloir me mettre en avant, donc quand t'es bon élève, tu suis un cursus, et donc j'ai fait prépa, école d'ingénieur, et à un moment donné, je suis arrivé à faire une thèse en traitement d'image. Alors comment ce domaine-là a pu représenter finalement, quel est le point de départ? Une rencontre, un sujet de master, un sujet de thèse, un sujet parce qu'après, ça a été l'occupation de la vie, quand même. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas eu nécessairement d'une révélation subie. Je dirais, ça s'est fait par petits pas, par circonstances, un petit peu au fil de l'eau. Et après coup, on s'aperçoit qu'il y a des petits jalons comme ça qui sont posés. Je me souviens au lycée, en première, je crois, on avait eu une présentation. C'était à l'époque, ça devait être en 73 dans ces eaux-là, donc l'informatique balbutiait, et on avait eu, je pense, un ingénieur qui était venu nous présenter l'informatique. Donc bon, après on oublie. Mais finalement, je me suis aperçu que cette visite-là, en fait, m'avait un peu marqué. Alors, je fais pas pour autant véritablement de l'informatique, on en reparlera. Et puis après, j'ai un oncle qui était dans le secondaire et qui un jour m'a parlé des études possibles et qui pouvaient se terminer par une thèse. Bon, là aussi, je sais plus quel âge j'avais, j'étais au lycée. Bon, là, c'est pareil, après on oublie, mais je pense que quelque part, c'est resté dans l'esprit. Et puis, quand j'ai fait une école d'ingénieur, bon, oui, tu as raison, j'ai toujours aimé l'image, de toute façon, sous différentes formes, hein. Moi, j'aime beaucoup, je suis très cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma, alors ça n'a pas grand chose à voir avec l'image numérique aujourd'hui, quoique, en tout cas pas à l'époque. J'aimais bien dessiner, etc. Donc, j'ai toujours été plutôt attiré par l'image. Et puis, oui, dans mon stage d'école d'ingénieur de fin d'école, je l'ai fait dans le domaine de l'image, dans ce qui s'appelait à l'époque les CCETT, qui n'existe plus tel quel aujourd'hui, mais qui est lié à Orange aujourd'hui, et donc sur du traitement d'images numériques, plutôt dans un contexte de codage, compression d'images pour la transmission. Et après, bon, j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'avoue que j'étais pas forcément attiré nécessairement par travailler comme ingénieur dans une boîte. Et donc, je m'étais dit, puis j'avais un peu de temps, j'avais pas envie de partir tout de suite dans le monde professionnel. Et donc, je lui ai dit pourquoi pas. Donc, à l'époque, on devait faire le service militaire aussi, hein, je sais peut-être te souviens. Oui, il y a une époque où on faisait aussi. Oui. Et donc, toi aussi. Oui. Et donc, je m'étais dit, j'ai 4 ans devant moi, donc 2 ans de thèse, et puis 1 an et demi, parce que je faisais la coopération de service national, qui a correspondu en fait à l'équivalent d'un postdoc aujourd'hui. Donc voilà, je m'étais dit, non, j'ai pas envie de partir tout de suite dans le boulot. De toute façon, j'ai de service à faire à un moment donné. Comme j'avais, à l'époque, le sursis allait jusqu'à 25 ans,
pouvait pas aller au-delà. Donc voilà, différentes raisons qui ont fait que non. Et puis les rencontres ont fait que comme j'étais l'envie aussi de revenir sur elle. Donc voilà, une opportunité de thèse dans le domaine de l'image sur le centre INRIA de Rennes, et ça s'est fait comme ça. Parce que cette époque-là, c'était vraiment le début de l'image numérique. Il y avait pas, les technologies, on les avait pas, les machines calculées, elles étaient plutôt du genre du puissance d'une machine à calculer aujourd'hui, sur un petit clavier là. On n'avait pas de gros moyens, donc c'était une époque complètement. Ah oui, les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas imaginer ce que c'était. L'image numérique aujourd'hui, avec son téléphone, on prend je sais pas combien d'images vidéo et on les transmet automatiquement. Donc et en numérique, donc non, le monde était très très différent. Le traitement d'image a commencé véritablement, on va dire, un peu dans le courant des années 70. Tout premier. C'était vraiment les débuts. Et même à la fin des années 70, moi j'ai commencé ma thèse en 80. D'abord, il y avait très très peu d'images numériques, et c'était plutôt l'apanage. Bon, je parle pas du domaine militaire qui est un peu particulier, mais dans le domaine civil, c'était essentiellement les laboratoires de recherche et puis quelques laboratoires de recherche dans le domaine du privé qui pouvaient disposer de rien que de systèmes d'affichage d'une image numérique. C'était des dispositifs spécifiques, et même avoir des images numériques. Il y en avait très très peu qui circulaient dans le monde de la recherche. Alors des séquences d'images, encore moins. Donc moi j'ai fait ma thèse, j'ai jamais visualisé vraiment. Je travaillais sur de l'imagerie météorologique, sur des images provenant de satellites GOES ou américains ou Météosat européens qui venaient d'être lancés, donc c'était assez récent. Et donc vouloir visualiser une image sur un écran, c'était pas donné non plus, quoi. Voilà, ça peut paraître très très paradoxal avec ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des images. On est baigné d'images dans tous les sens. Et c'était la situation dans les années 70, début des années 80. Après, ça s'est développé très vite. Mais alors on a vu. Je sais pas, Félix, toi tu aimes la littérature. Ben oui. Donc, mais du point de vue de l'image, alors tout envahi. Ah bah oui. Comment tu vis ça, toi? Tu as vu aussi cette dynamique incroyable de. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avance petit à petit. Et il faut vraiment s'arrêter, par exemple, au point où on en est maintenant, et puis repenser la même chose il y a 30 ans, pour s'apercevoir le pas de géant, parce que ce sont des suites de petits pas, quand même, si... Beaucoup de petits pas, puis de temps en temps des pas plus grands. Voilà, des basculements, mais... Oui, on ne se rend pas compte Effectivement, pour les jeunes d'aujourd'hui, tout paraît facile du point de vue des accès, du point de vue des acquisitions, des manipulations qu'on peut faire autour. Parce qu'il y a le parti analyse dont on va parler aujourd'hui essentiellement, mais il y a aussi la partie qu'on appelait synthèse à l'époque et qu'on appelle aujourd'hui réalité virtuelle ou autour de et tous les schémas immersifs aussi. Voilà, toutes les technologies immersives. Alors, on va parler d'image justement et on va essayer d'élargir un peu le spectre, si tu veux bien, de ce qu'on met derrière. Et d'abord peut-être en commençant par les capteurs. Parce que nous, ce qui est familier à tout le monde, c'est évidemment ce qu'on peut faire avec un appareil photo, une caméra, etc. Mais l'image, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le panorama de ce qu'il y a derrière ces capteurs, ces capteurs qui vont nous permettre d'accéder à l'image? Alors oui, comme tu le dis, il y a beaucoup de types de capteurs, et d'ailleurs même tout à chacun, on est confronté à un certain nombre de types d'images dans sa vie quotidienne. Bon, tu as un domaine que tu connais bien, l'imagerie médicale, bien entendu, où là il y a toutes sortes de capteurs qui sont liés à différents types de rayonnement, donc des IRM, l'ultrason et d'autres encore. Tout ce qui est scanner, bien entendu, et souvent c'est aujourd'hui de l'imagerie en 3 dimensions, parce que quand on parle d'image, on pense souvent à une image en 2 dimensions, et au départ c'était ça. Donc on parle de pixels, c'est terme anglais, une contraction d'éléments d'image. Donc une image dans l'ordinateur, c'est une matrice de pixels, donc de valeurs codées sur plus ou moins un grand nombre de bits suivant les cas.
Donc ça, numériquement, c'est ça, en fait, une image. Hein. Et puis une image tridimensionnelle ou volumique, c'est la même chose, mais en 3 dimensions. Donc on parle plus de pixels, mais de voxels. Enfin, je pense que tout ça, c'est des notions communes aujourd'hui à tout le monde, parce que quand on achète un téléviseur ou un appareil photo, on sait que le nombre de millions de pixels que peut contenir l'image acquise. Donc l'image, au départ, ce qui est le plus connu, c'est tout ce qui tourne autour de la vidéo, l'image classique, naturelle, on dirait entre guillemets, celle que tout à chacun manipule, mais l'image est présente dans énormément de domaines. C'est un moyen d'investigation transversal à beaucoup de disciplines. Donc on a parlé de l'imagerie médicale, on peut citer parmi les pionniers aussi toute l'imagerie satellitaire, avec soit des satellites à défilement ou des satellites géostationnaires. Par exemple, les images de météo qu'on voit toujours à la télévision lors du bulletin, c'est des images de satellites en général géostationnaires qui permettent d'observer à partir d'un point fixe de la Terre tout un hémisphère quoi, et de suivre l'évolution des nuages. Donc et là aussi, ça peut se faire dans différentes bandes passantes, dans différentes gammes de soit dans le visible, mais aussi l'infrarouge ou d'autres types encore de bandes. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, en tant qu'humains, on est familiarisé évidemment avec ce qu'on perçoit, donc la bande visible, mais bien sûr, il y a de l'émission dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, et puis dans d'autres types d'ondes qui peuvent être après imagées et construites comme une image. Donc, on a parlé d'imagerie vidéo classique, il y a l'imagerie médicale, l'imagerie satellitaire, il y a aussi un autre type d'imagerie que moi sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui connaît énormément de développement très fort ces 10 dernières années, c'est toute l'imagerie microscopique, qu'on connaît bien, notamment à travers la biologie, l'étude de la cellule. Et là, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits sur les microscopes. Il y a 2 grands types d'imagerie, l'imagerie optique et l'imagerie électronique. Et l'imagerie électronique, ça permet d'accéder à quasiment au niveau de l'atome, quoi. Aujourd'hui, on a. Par contre, du coup, c'est des échantillons biologiques qui ont été gelés, enfin, donc qui ne sont plus vivants. Si vous observez le vivant, c'est avec de l'imagerie optique. Du coup, une résolution plus faible. Et puis, il y a différents types d'instrumentation en microscopie, mais aujourd'hui, on a des microscopes qu'on appelle fluorescents, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'on y reviendra, qui sont capables d'acquérir des séquences d'images dans le temps, avec des résolutions énormes, quoi. Et ça a connu une telle évolution, la microscopie et l'imagerie de microscopie en biologie, qu'il y a eu deux prix Nobel, enfin plusieurs personnes à chaque fois, plusieurs scientifiques, 2 fois 3, il y a eu 2 prix Nobel de chimie qui ont été décernés à des avancements dans l'imagerie de la microscopie. Donc voilà 3 différents exemples, on pourra en citer d'autres. Et pour terminer peut-être, je suis un peu long peut-être, juste pour terminer, même les caméras qu'on connaît, on connaît énormément d'évolution en termes de précision, en termes de miniaturisation, en termes même de traitement embarqué dès le niveau des capteurs, en termes de capacité à les transmettre, tout ça, ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a même des types de caméras beaucoup utilisés en robotique, qu'on appelle les caméras événementielles, qui ne captent pas la photométrie, qui donnent pas une image en couleur, par exemple, du monde, mais chaque pixel se déclenche en fonction d'une variation temporelle du signal. Donc ça permet de capter directement l'information de mouvement et le faire à des fréquences énormes, quoi. On va revenir sur ça. Donc technologiquement, c'est un monde qui est toujours en pleine évolution. Ouais. Ce qui est assez frappant, et toi tu le vois tous les jours en regardant la météo, mais c'est que l'image finalement, elle va d'infiniment petit à l'infiniment grand en fait. Et ça, c'est une couverture extraordinaire. Et à chaque fois, par rapport aux technologies qu'évoquait Patrick, la possibilité de voir quelque chose de différent. Hein, on voit pas la même chose en infrarouge que dans les bandes utilisées pour l'optique de base sur les téléphones ou autres. Et donc, il y a il y a des thèmes techniques pour évoquer cet aspect un peu multimodal où on essaie de fusionner plusieurs types d'images, mais c'est quelque chose qui a été important aussi, en particulier ces dernières années, je crois. Oui, complètement. Et puis, il y a une dimension, tu as parlé de l'infiniment grand, là, je l'ai pas cité, il y a toute l'image astronomique aussi. En particulier avec, ça remonte déjà un peu plus, les télescopes satellisés comme Hubble, puis plus récemment James Webb, qui donne des images extraordinaires de l'univers, quoi. Là aussi, c'est un autre type Toi qui as toujours la tête dans les étoiles, Félix, tu vois, avec ça, oui. Tu peux faire des choses. Exactement.
Je voulais revenir, moi, sur le terme de capteur. Donc, le capteur, c'est l'instrument qui permet de faire la photo, si j'ose dire. D'acquérir l'image. Hein. C'est le premier capteur, c'est le smartphone de tout un chacun, non? Ça fait pas partie des capteurs. Alors, le smartphone, ça a beaucoup plus de fonctions, en fait. Hein. Oui, mais aujourd'hui, au départ, c'était un téléphone. Aujourd'hui, c'est peut-être tout sauf un téléphone. Je ne sais pas. Ah, j'ai encore téléphoné ce matin, quand même. Mais au sein d'un smartphone, il y a un capteur, oui. Un capteur dont la technologie a évolué au cours du temps aussi, parce que c'est c'est de l'électronique, hein, quelque part. Donc, il y a différentes technologies qui ont pu être développées pour justement transformer la lumière reçue en signal électrique, qui après donc est numérisé et stocké sur un ordinateur. Donc, le capteur, c'est celui qui capte l'onde émise. Alors, dans le domaine du visible pour les smartphones qui nous concernent, et il y a des mécanismes électroniques qui transforment cette onde photométrique en onde électrique et qui après est stockée numériquement. Voilà, donc le capteur lui-même, c'est celui qui assure cette transformation, quoi. Alors, là, on a parlé de l'acquisition, hein, des images. On a parlé de pixels, de voxels et de différents capteurs physiques qui permettent de voir des choses sous des angles différents, avec des résolutions différentes, etc. Alors, mais les données, on les a. Mais après, on en fait quelque chose. Alors, quand on fait de l'image comme toi pendant quelques dizaines d'années, comment on peut retracer finalement un peu ce qui va suivre, les informations données par ces capteurs? Oui, tu as raison, Jean-Louis, il y a toute une chaîne de traitement qui mène de l'image brute à une compréhension du contenu de l'image. Alors là, on va se placer plutôt dans le contexte de ce qu'on appelle la vision par ordinateur, qui est en fait tout le domaine scientifique où on essaie à partir d'une image de remonter à l'information qui est présente dans l'image sur la scène qui a été observée. On va se mettre dans ce contexte-là. Soit des informations sur la position tridimensionnelle des objets, soit sur leur mouvement dans l'espace, soit sur la nature des objets eux-mêmes. Donc c'est ça, faire l'analyse de scène, c'est à travers l'image, accéder à une information sur la scène observée, essayer de le faire de manière automatique. Donc ça peut... Alors là, c'est un point où la perception humaine est très forte. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment, et puis même nous, quand je pense qu'on met quelques mois, voire quelques années, à acquérir complètement ces facultés de vision dans le cerveau. Et le cerveau, il y a une très grosse partie du cerveau qui est dévolue à la perception, à la vision. Donc, et nous, ça nous paraît très naturel, c'est immédiat. On a l'impression que c'est immédiat. C'est construit dans le cerveau, mais ça nous paraît immédiat. Et le faire de manière automatique, ça n'a pas été évidemment si simple que ça, quoi. Là, c'est un domaine où, au départ, la perception humaine est plus forte que la machine. Alors, progressivement. Alors, dans les années 80, 90, même les années 2000, jusqu'à ce qu'on bascule dans l'ère de l'apprentissage profond, on y reviendra. Bien, l'idée, c'était de faire des étapes successives, c'est-à-dire des images, extraire des contours, donc qui vont permettre de former Par exemple, contour d'un visage, ou contour d'une chaise, ou d'un meuble, ou même des contours qui peuvent être internes à l'objet. Mais le problème, c'est qu'on détecte sans rentrer trop dans les mathématiques, par des opérations mathématiques qu'on appelle de la convolution, on y reviendra parce que c'est ça qui est à la base des réseaux. Et donc, ça permet de détecter les variations locales de l'image qui, si on les assemble, forment les contours. Je sais pas, moi, quand j'étais jeune, sans doute toi aussi, Jean-Louis, aujourd'hui, je pense que tous les gamins font plutôt des écrans, malheureusement, peut-être un peu trop. Mais on avait des jeux qui étaient il y avait des petits points ou alors des numéros, il fallait les relier pour former une silhouette. Je sais pas si vous vous rappelez de ce genre de jeu qu'on avait, qui nous occupait quand on prenait le train, par exemple. Ou alors il y avait d'autres jeux, tout bêtement des albums à colorier. Hein. Il y avait les choses étaient dessinées, les différentes régions étaient dessinées, les contours, il fallait les remplir avec la couleur. Et donc en traitement d'image, on a fait un peu ça, c'est-à-dire on essaie de détecter localement des petites variations qui sont supposées appartenir aux contours des objets, puis il faut les relier, c'est pas si simple. Ou alors une démarche équivalente, c'est on agglomère les pixels qui ont la même couleur pour former des régions, on agglomère ces régions pour petit à petit construire des objets et essayer après de reconnaître les objets. Donc ça, c'est des étapes qui ont été mathématisées, informatisées, et donc automatisées, on peut passer de l'image à l'objet, quoi. Mais ça nécessitait beaucoup de travaux de recherche pour arriver à des solutions efficaces.
Tu veux dire quelque chose? Oui, seulement rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que, eh bien, nous sommes dans Voyage extraordinaire dans les sciences et que pour aujourd'hui, Jean-Louis, tu as invité Patrick Boutemi pour donc un spécialiste du traitement de l'image et c'est de ça que nous parlons actuellement. Voilà, donc on vient de juste de démarrer les premières étapes de traitement d'image avec la recherche de lignes qui vont avoir évidemment après une importance particulière pour reconnaître par exemple des objets. Et donc ce travail-là, donc tu le disais, ça se fait en plusieurs étapes. Donc par exemple détection de contours, recherche des régions qui ont la même couleur, disons. Mais après le chemin il est long avant d'arriver à dire voilà ce qui est dans cette image ou dans cette séquence d'images. Mais ça va encore une autre question avant de reconnaître ce qui est dedans. Alors donc des couches, on a compris qu'il y avait une couche donc première qui existait, mais après si on a des lignes et si on a des régions, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour aller plus loin? Alors après, bon, évidemment, comme dans tout domaine scientifique, il y a différentes approches possibles. Donc, pas rentrer trop dans les détails, mais bon, les chercheurs ont pu explorer différentes voies, différentes approches de le faire. Il y a des approches statistiques, donc l'apprentissage n'est pas né avec les réseaux, ça existait par d'autres méthodes, donc l'apprentissage statistique ou l'apprentissage machine, c'est-à-dire avoir des exemples et puis de ces exemples-là générer des solutions. Et puis aussi, ça se fait par construction aussi. Donc ça, c'est des approches plus déterministes où on assemble les contours, on forme des silhouettes, on essaye d'avoir des systèmes de reconnaissance par l'exemple, par l'apprentissage. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'objectif était pas uniquement de reconnaître, mais c'est souvent de reconstruire le monde tridimensionnel qui nous entoure. Et notamment, un gros pan de l'activité en vision par ordinateur, c'était ce qu'on appelle la stéréovision, c'est-à-dire à partir de deux caméras, c'est comme nous, perception humaine, on a deux yeux, ce qui nous permet d'acquérir, d'avoir une connaissance du relief qui nous entoure. La reconstruction se faisant dans le cerveau, bien sûr. Et là, donc, ça c'était un point de recherche très important, c'est justement en extrayant des contours des deux images du dispositif de stéréovision, il faut les apparier, dire lesquels correspondent aux mêmes objets, et après, c'est un problème de triangulation. Après, par triangulation, on remonte à la position tridimensionnelle des objets dans la scène. Donc toutes ces étapes-là ont beaucoup servi pour faire de la reconstruction tridimensionnelle. On peut aussi reconstruire le mouvement tridimensionnel et, comme on le disait, la reconnaissance d'objets. Mais la reconnaissance d'objets, c'est un peu difficile de le faire uniquement par construction, parce que c'est difficile de tirer des règles qui définissent un objet. Donc ça se faisait plus par apprentissage, où il y avait différentes techniques d'apprentissage statistique qui permettaient de construire des classes d'objets et d'entraîner le système avec les classes qui étaient annotées, reconnues dans un certain nombre d'images, et après d'essayer de les retrouver dans des images, dans des nouvelles images, quoi. L'idée, Félix, c'est de dire à partir des données, des images brutes, qui sont des ensembles de pixels, on passe à des entités qui vont après être assemblées progressivement et qui permettent d'arriver jusqu'à une interprétation de ce qui est contenu dans la scène. Et ce processus-là c'est un peu un processus de construction progressive et qui a été bien développé. Bon, il y a une référence très connue de David Marr, qui était un scientifique au MIT, aux États-Unis, qui avait beaucoup théorisé cette approche constructive. Dès les années 80, en fait. Puis après, ça s'est beaucoup développé dans les années 90. Qui était d'ailleurs inspiré en partie par ce qu'on connaissait de la vision humaine. Ouais, il y avait des recherches un peu d'analogie, quoi. Après, la vision humaine, bon, même aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on la connaisse parfaitement. Loin de là, même si on a beaucoup progressé en neuro, mais en analyse des fonctionnements du cerveau. Mais moi, je préfère parler d'analogie parce que je suis pas sûr qu'on ait déjà une connaissance parfaite du cerveau. Et puis d'autre part, est-ce que ce qu'on modélise comme des opérations, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans le cerveau? C'est des analogies, quoi. Mais tu as raison, il y a des analogies. Donc, on voit un peu la trame qui est derrière ça. Et puis alors, il y a une autre dimension qui a été évoquée, mais sur laquelle c'est intéressant de revenir, ce sont les séquences d'images. Parce que dans les séquences d'images, et votre groupe a été
très actif dans le développement de toute la méthodologie de ce qu'on peut appeler l'analyse de séquences d'images. Tu peux nous en dire un mot sur les principes mêmes qui étaient utilisés pour ça et des applications? Bien sûr. Alors là aussi, je veux dire, si on fait l'analogie avec la perception humaine, rapidement, nous percevons le mouvement assez naturellement aussi. Puis c'est même intrinsèque, enfin indispensable, parce que c'est une question vitale de survie aussi. Dès le départ, c'est pouvoir reconnaître éventuellement le danger ou quoi que ce soit. Le mouvement est un des éléments très importants dans la vision humaine, évidemment. Mais encore une fois, on le perçoit de manière relativement qualitative. Hein. C'est ça la différence aussi entre la machine et la perception, c'est que par la machine, on va faire du quantitatif. On va pouvoir mesurer le mouvement. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a des systèmes qui permettent de mesurer directement le mouvement. Par exemple, on pense aux anémomètres, par exemple, qui permettent de mesurer le vent. Donc là, ça passe directement du vent à la mesure du vent. Mais là, ce qu'on veut, c'est, on a des images, des séquences d'images, et on sait que ces images-là, si on les projette, on voit un mouvement s'animer. C'est comme le cinéma, c'est 24 images par seconde. Et la succession des images fait que sur la rétine, on voit du mouvement. Donc, l'idée, c'est comment on peut remonter à cette information de mouvement de manière automatique par traitement numérique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, c'est que les images, les pixels, c'est ce qu'on observe. Donc, ça va être les observations. Le mouvement, c'est une information cachée. Elle existe, mais elle n'est pas directement accessible dans l'image. Donc, il faut être capable de la mesurer à travers les variations des signaux lumineux perçus tout au long de la séquence. Et de la mesurer quelquefois de façon précise, parce que alors moi, question naïve, je suis un grand naïf au niveau scientifique. J'ai pensé tout de suite en mouvement, j'ai pensé tout de suite les radars routiers. Il faut. Alors là, c'est une mesure active, ça. Le radar routier. Ah, c'est différent. Le radar, on envoie une onde et on la réceptionne. On a l'écho. Et donc c'est les écarts entre l'émission et la réception qui nous permettent de mesurer le mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mesures actives. Alors que l'image, c'est une mesure passive. D'accord. On ne fait que capter. Donc c'est plus discret aussi. On fait que capter, mais on essaie quand même de mesurer à partir de là. Et donc là, il y a un peu de mathématiques derrière. On fait. Pour moi, le métier de traiteur d'image, c'est comme d'abord des mathématiques appliquées, et après, on utilise l'informatique pour le programmer et obtenir véritablement les résultats, puisque tout ça n'existerait pas sans ordinateur. Mais donc il faut faire la relation entre. C'est là où apparaissent un peu de mathématiques appliquées. Je vais pas en dire trop quand même pour pas faroucher nos éditeurs. Mais donc il faut trouver une relation entre ce qu'on observe et ce qu'on veut mesurer. Et donc ça, c'est des techniques qui permet de construire une fonction mathématique qui permet, alors il faut avoir des idées, des hypothèses qui permettent de relier les observations à ce qu'on veut mesurer. On construit une fonction mathématique et en général, on fait en sorte de trouver un accord entre la fonction qui permet de produire la vitesse à partir des observations et pour faire en sorte qu'on arrive à remonter à la mesure de la vitesse à partir des observations. Donc, le principe, c'est dans notre domaine, c'est des problèmes de minimisation, d'optimisation. Donc, il faut construire des fonctions mathématiques, on les minimise, on obtient une solution par des techniques appropriées et on obtient une mesure. Et la mesure de base, ça tout un chacun qui a fait des études secondaires le sait, c'est le champ des vitesses. C'est-à-dire le vecteur qui permet d'aller d'une position dans l'image, la première image, à la position dans la deuxième image. Donc, ce qu'on veut mesurer, c'est le champ de tous ces vecteurs en chaque point, un point donné dans l'image 1, à quel endroit elle est partie dans l'image 2, et son déplacement va nous donner son mouvement. Donc, mesurer le mouvement, c'est mesurer à la base ce champ de vitesse entre deux images. Mais la question était tout à fait pertinente, hein, c'est Félix sur c'est. Oui, mais t'inquiète pas, hein, Jean-Louis, tu sais, j'assume si je pose des questions naïves. Non, mais c'est une très bonne remarque parce que faut bien différencier des mesures actives et des mesures passives. Là, je comprends que tu t'inquiètes sur les contributions au budget de l'État, c'est ça? Donc, pour revenir au mouvement, donc on avait à une certaine époque le problème de détection de mouvement, c'est-à-dire savoir, il y a toujours, hein, c'est toujours la détection de mouvement répond à certaines applications. Après, c'est plus sophistiqué avec l'estimation de mouvement, etc. Quelles sont les grandes applications aujourd'hui derrière ces problématiques de séquences temporelles?
Bien, alors, juste pour La météo, sans doute. oui, enfin, juste avant, pour rebondir, oui, les grands sujets, c'est la détection, savoir s'il y a du mouvement ou pas, s'il y a un objet mobile dans la scène. Ce qui complique, c'est que souvent le porteur, la caméra est sur un porteur qui est lui-même mobile. Donc, le mouvement qu'on observe, c'est à la fois le mouvement dû au porteur et le mouvement des objets dans la scène. Donc, c'est ça qui est plus compliqué, de détecter les objets mobiles. Après, il y a toujours aussi des problèmes de segmentation et puis de suivi dans le temps. Ça, c'est très important, pouvoir les suivre dans le temps et construire des trajectoires. Donc ça, et puis après, reconnaître les types de mouvements, les types d'actions. Donc voilà les grands enjeux, quoi. Alors, les grandes applications, on va retrouver ce qu'on a dit pour les capteurs tout à l'heure. Alors, il y a tout le domaine de la vidéo, bien sûr. Un sujet qui peut fâcher, mais il y a le domaine de la vidéosurveillance. Mais pour des sujets peut-être plus motivants, et bien sûr la météorologie, hein, ça se fait que c'est comme ça qu'on calcule les champs de vent. En météorologie, à partir d'images satellitaires, c'est la mesure qu'on vient d'évoquer, hein. C'est la mesure des champs de vitesse donne les champs de vent entre deux images satellitaires, qui permet après de faire des prédictions dans les modèles. Ces données-là sont utilisées dans les modèles pour faire des prédictions avec bien d'autres données. Dans l'imagerie cardiaque, par exemple, hein, bien sûr, mesurer le mouvement du cœur. On parlait de la biologie des cellules. Il y a des études très importantes pour comprendre les mécanismes du vivant, c'est de tout ce qu'on appelle la dynamique intracellulaire, comment les protéines, comment les vésicules, comment tous les petits éléments, il y en a beaucoup dans une cellule, se déplacent, comment se font les échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Donc, il y a des problématiques de mouvement aussi dans ce domaine-là, quoi. Donc, il y a, dans tous les domaines où l'image apparaît, finalement, il y a des séquences d'images, et donc, il y a des problématiques de mouvement. Donc, les applications sont aussi vastes que l'introduction de l'image dans beaucoup de domaines, quoi. Donc ça, c'est un sous-domaine de l'image qu'on vient d'évoquer avec le mouvement. On a compris la richesse à la fois des capteurs, des problématiques de traitement de l'information qu'ils portent, soit sur des images statiques, soit sur des images, des séries d'images. Donc là, qu'est-ce qui a été des pas? Bon, le numérique a été un pas fantastique pour l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que l'intelligence artificielle va représenter un nouveau pas fantastique? Ah ben, c'est déjà un pas qui a déjà été franchi, hein. Donc oui, bien sûr. Alors, moi personnellement, j'aime pas trop le terme d'intelligence artificielle, mais on va pas faire un débat sur l'étymologie. Moi, que tu en es un qui oui, tu parles d'apprentissage profond. Oui, enfin, l'apprentissage profond, c'était encore quelque part des mathématiques appliquées, c'est des problèmes d'optimisation. Et bon, il a été choisi de le mettre sous le giron de l'intelligence artificielle pour différentes raisons, qui nous amènerait très peu loin. Mais c'est un fait. Donc, la révolution, c'est évidemment les réseaux profonds, hein. On a appelé comme ça un peu, encore une fois, par analogie. Deep learning. Donc, en anglais, le deep learning. Apprentissage profond en français. Et donc, au départ, c'est des réseaux, hein, qu'on appelle des réseaux convolutifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble de petites opérations. Donc, on revient aux convolutions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis, on fait plusieurs couches. Donc, on accumule les couches. Et par les opérations, chaque opération est élémentaire, elles sont simples, mais l'accumulation de toutes ces opérations et les différentes couches, et avec des passages qui sont, dans notre jargon dit non linéaires, font qu'à l'arrivée, on construit des fonctions mathématiques qu'on ne sait pas écrire mathématiquement, mais qui sont en fait qui sont codées et qui comportent tellement de paramètres, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de paramètres dans ces réseaux, des millions de paramètres. D'inconnus, quoi. D'inconnus, oui, qui permettent de s'adapter, de construire quelque part des fonctions sans les écrire mathématiquement, qui sont capables de mettre en place des traitements qui peuvent être relativement sophistiqués. Donc ça, la grande révolution pour le traitement d'image, parce que c'est né dans d'autres domaines aussi que le traitement d'image, hein, traitement de langage naturel en particulier. Mais donc ça, c'est pas venu non plus du jour au lendemain, hein. Je veux dire, les collègues, Yann Lequin par exemple, qui est très très connu, ils ont commencé à travailler sur des sujets comme ça dans les années 90. Donc ça a mis du temps à mûrir, etc. Et puis, dans les années 2010, il y a eu une convergence de 3 phénomènes qui ont rendu les choses décisives. C'est on disposait de beaucoup de données et des données annotées. On verra l'importance des données annotées. Donc ça, pour que
ces systèmes fonctionnent, il faut qu'ils aient beaucoup de données, et des données annotées dont on connaît la vérité terrain. C'est-à-dire que si on fait la reconnaissance d'image, par exemple, on sait que telle image contient une voiture, telle image contient un chat, telle image contient un chien, par exemple, si on veut faire la classification d'images selon leur contenu. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, c'était la technologie. Donc, c'est pas pour rien qu'NVIDIA aujourd'hui est la société qui est la plus cotée en bourse. C'est leur système de GPU, hein. Donc au départ, était fait pour le graphique, qui s'est trouvé un processeur très très efficace pour ce genre de technique. Et la troisième chose, c'est aussi quand même des évolutions au niveau des mathématiques appliquées et des problèmes d'optimisation, parce que ces systèmes-là, il faut encore une fois les optimiser pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc la convergence de ces trois événements a fait que dans les années 2010, sur certains types de challenges de reconnaissance d'image, ces approches-là se sont avérées surpasser très largement les méthodes existantes. Philippe, Félix, je ne sais pas si tu arrives à suivre. Oui. Oui, d'ailleurs, oui. Et on utilise trop de. Je suis un petit peu là pour ça aussi. Oui, c'est-à-dire que si je vois que ça va sur des sommets trop inatteignables. Mais ça, pas seulement. Non, on va pas aller dans des choses un peu trop difficiles à comprendre. Mais tu en as parlé tout de suite là. Il y a beaucoup de données et il faut avoir quelque part des données à noter. Et là, ça fait polémique à un moment donné parce que il semblerait que on sollicitait des gens qui se trouvaient dans des parties du monde qui n'étaient pas très riches pour passer leur temps à noter pour que ce soit utilisé après par des grandes entreprises, bien sûr, en particulier américaines. Ça coûte, la notation coûte un temps énorme. Hein, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui avait été magique et ce qui a fait que ça a été très attractif, ces réseaux, on les appelle donc des réseaux convolutifs. Là, après, les modèles, l'architecture a beaucoup évolué. Il n'y a pas que des réseaux convolutifs aujourd'hui, mais à la base, c'était ça dans les années 2010. Mais c'est des systèmes un peu magiques parce que il suffisait, entre guillemets, j'ai simplifié, mais de ce qu'on appelle de faire de l'entraînement du système, c'est-à-dire qu'au système, vous lui donnez des exemples où on connaît la solution. On sait que telle image contient par exemple des chats, des chiens. On va prendre cet exemple-là qui est un exemple bien classique, si on fait de la reconnaissance d'images. Et donc, on disait au système, voilà des images, et on sait qu'elles contiennent des chats, des chiens, etc. Et donc, le système devait minimiser une certaine fonction qui faisait que si on lui donnait des images de chiens et de chats, il prédisait que c'était bien un chien ou un chat. Donc en fait, on confrontait ce qu'on appelle la vérité terrain, hein, ce qu'on appelle aussi la notation, c'est-à-dire ce qu'on sait être le contenu de ces images-là, et le système apprenait, mais c'est un peu comme la perception humaine, hein, je veux dire, quand vous avez un petit enfant, vous lui dites ça c'est un chien, ça c'est un chat, et au bout d'un moment, il commence à comprendre que tout ça, ça ressemble à un chat, à un chat. Un chien ou un chat, même s'il y a des apparences différentes, même si on le voit de points de vue différents, etc., même si la lumière est différente, on arrive toujours à reconnaître un chien, un chat, etc. Donc c'est un peu ça aussi. Mais pour faire ça, il faut avoir énormément de données, parce que vous avez compris que le système a énormément de paramètres, donc il faut énormément de données pour apprendre tout ça, estimer tout ça, et donc beaucoup d'exemples à noter, quoi. Alors, ça, évidemment, c'est un goulot d'étranglement, et donc, comme tu l'as dit, ça a amené à des phénomènes sociologiques et économiques, comme tu l'as indiqué. C'est des choses qu'on voit aussi aujourd'hui dans les IA génératives qui ont besoin d'énormément de données pour faire de l'apprentissage, donc elles vont aussi puiser de manière plus ou moins légale des tas de sources d'informations, d'images, de textes ou de journaux. Et donc, d'un point de vue recherche, donc évidemment les chercheuses bien sûr, ont très vite essayé de trouver des systèmes qui nécessitent beaucoup moins un apprentissage supervisé, comme on dit, beaucoup moins lourd, quoi. Donc, ce qu'on appelle semi-supervisé, voire non supervisé, etc. Donc, au niveau de la recherche, aujourd'hui, on a des systèmes qui nécessitent beaucoup moins d'annotation pour pouvoir fonctionner, voire parfois qui sont capables de remplir certaines tâches sans supervision. Alors, je voudrais quand même que tu précises ta question, Jean-Louis, parce que c'est une question que je me pose là. Ça veut dire qu'on a exploité des personnes pour faire des tâches répétitives. Pouvez nous en dire plus sur le sujet? Je crois qu'on trouve plein d'informations sur Internet sur ces choses-là. Il y a eu des émissions de télévision. On en parle moins maintenant parce qu'il y a tellement d'événements dans le monde qui nous occupent que c'est en arrière-plan. Mais je pense que pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent trouver sur Internet
plein d'informations et en l'occurrence fiables. Je voudrais juste, on va pas en parler parce que on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Il y a un autre volet sur l'image qui est la compression, qui est la capacité de transmettre une information comprimée de façon à utiliser réduire les problèmes de quantité qui circulent sur Internet. Tu n'as pas travaillé, toi, sur la compression? Je pense, à l'INRIA, bien sûr, oui. Mais non, j'en ai fait un tout petit peu au début de ma carrière, mais très peu, en fait, au total. Ouais. Donc, on va pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais c'est juste pour dire qu'il y a d'autres dimensions qui vont pas être évoquées. Alors, je voudrais juste rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes toujours dans Voyage extraordinaire dans les sciences. On parle d'images, de traitement d'images avec Patrick Boutemi, qui est notre invité à Jean-Louis et à moi ce matin. Alors, oui, vas-y. Excuse-moi, très rapidement, je sais que le temps passe, rebondir sur la notation, parce que là, quand on évoquait la notation, c'était plutôt pour des tâches un peu classiques de reconnaissance d'images sur des images du tout venant, celles qu'on connaît dans notre environnement habituel, mais encore une fois, le traitement d'images est aussi très important de domaines de spécialité, donc le domaine médical par exemple, ou la météorologie, etc., ou la biologie. Et là, les annotations doivent se faire par des experts du domaine. Donc soit des cliniciens, soit des biologistes, etc. Donc là, c'est un autre type de notation qui requiert la disponibilité et l'investissement d'experts, et qui c'est pas toujours facile. Et d'autre part aussi, on ne dit pas nécessairement aussi de beaucoup de données, donc beaucoup d'annotations. Donc là, c'est des domaines où les problématiques sont un peu différentes de celles de ce qu'on connaît beaucoup à travers les grands groupes bien connus, ou des applications qui existent sur nos téléphones, de reconnaissance d'images ou autres. Mais il y a dans des domaines scientifiques, dans des disciplines scientifiques, des domaines scientifiques différents, les problèmes se posent différemment et posent des enjeux cruciaux et qui sont nécessaires à l'évolution des méthodes, et avec un certain nombre d'implications et d'importance et beaucoup d'éléments importants pour ces disciplines, quoi. Alors, il y a une question que je voulais te poser. ChatGPT fait partie maintenant de la société générale, je pense. Hein. Je fais pas allusion à la banque, là. Hein. Non. Mais j'imagine que inversement, il y a aussi des travaux qui s'intéressent au volet négatif, je dirais, de toute cette capacité de générer des fausses informations. Et dans le domaine de l'image, donc j'imagine qu'à l'INRIA, on se pose la question de savoir si on peut pas développer des méthodes qui permettent de détecter les créations, je dirais, les faussaires qui peuvent exister dans le monde. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce volet qui est pas du tout encore rendu public de la recherche, je veux dire, hein, à ce niveau-là? Enfin, c'est rendu public parce que les résultats de la recherche sont publiés. Oui. Mais pas dans le grand public nécessairement, bien sûr. Oui, alors à l'INRIA, mais pas qu'à l'INRIA, évidemment, à un niveau national et international, ce nombre d'équipes qui s'y intéressent. Alors, pour l'instant, il y a eu beaucoup de travaux plutôt pour détecter si une image a été produite par une IA générative. Là, je parle d'une image fixe, quoi. Oui. Et là, il y a déjà beaucoup de travaux, il y a des systèmes, alors on détecte jamais à 100%, hein. Alors, le principe, sans aller trop dans la technique, c'est assez simple, en fait. L'idée, c'est que il existe des systèmes de réseau, là, qu'on appelle des systèmes des auto-encodeurs, qui permettent à partir d'une image, de la recréer. Et donc, on sait recréer une image à partir d'une image donnée, quoi. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait la différence entre l'image qu'on a créée à partir de l'image originale, la différence est beaucoup moindre lorsque l'image de départ est elle-même une image générée par un système d'IA génératif, que si l'image de départ est une image réelle. Donc, ça veut dire que l'IA générative se reproduit elle-même de façon très très proche, beaucoup plus proche que lorsqu'il s'agit de générer une image qui ressemble à une image réelle. Donc ça, c'est une piste. Bon, ça un jour, ça va atteindre ses limites aussi. Mais par contre, il y a très très peu de travaux encore aujourd'hui sur détecter si une vidéo a été générée par un système d'IA génératif. Alors évidemment, une vidéo, ça introduit une dimension temporelle qu'il n'y a pas dans les images, donc le mouvement en particulier. Alors il y a la partie sonore aussi, bien entendu, qu'on peut traiter.
mais on a tous vu des vidéos assez bluffantes produites par des systèmes d'IA générative. Mais il y a une vraie question sociétale, voire économique aujourd'hui, notamment dans le monde du cinéma, par exemple, de détecter si une vidéo, et puis aussi en termes de fake news, c'est une vidéo, bien entendu, une vidéo, est-ce que c'est une vraie vidéo ou est-ce qu'elle était partiellement ou totalement produite par un système d'IA génératif. Et donc là, ça c'est très 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 nouveau. Là, c'est des recherches qui commencent vraiment, et donc il y a certainement des pistes à explorer pour essayer, mais le problème n'est pas simple. Et c'est un peu comme le dopage. Hein, je veux dire, on est toujours avec avec un temps de retard entre la détection des dopages et l'avancée des dopages. Donc, voilà, toute comparaison. Non, mais on imagine bien les enjeux qui sont derrière là. Félix, avec il y a des enjeux sociétaux énormes quand même. Hein. L'incapacité de détecter ce qui est fabriqué, de ce qui est de ce qui est du réel. Alors ça va nous amener à un autre sujet, mais je voulais faire parce que là il nous reste quelques minutes, donc cinq minutes, hein, Jean-Louis. Tu as eu des responsabilités importantes du point de vue des directions, à l'INRIA en particulier. Alors, quelques mots sur l'INRIA, très rapide, parce que... On va en parler longuement. Donc, l'INRIA, d'abord, c'est un organisme de recherche nationale. Enfin, je pense que le plus grand public connaît beaucoup le CNRS, qui, lui, couvre toutes les disciplines scientifiques. Et en France, on a des organismes dédiés à certains domaines. Donc, l'INSERM, par exemple, est bien connu dans le domaine de la santé, l'INRAE, désormais dans l'agro. Et l'INRIA, au départ, voulait dire Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Aujourd'hui, on décline plus, ça devient juste un nom. Et donc, on se présente comme l'Institut National, donc un institut public, donc Institut National en Sciences et Technologies du Numérique. Donc, ça permet une compréhension vis-à-vis du grand public, je pense, plus immédiate et plus aisée. Donc, l'INRIA, c'est un organisme national qui, en fait, est construit par un certain nombre de centres à travers le territoire. Aujourd'hui, au départ, donc l'INRIA d'abord est né avec le plan calcul. Faut faire un tout petit peu d'histoire rapidement. Il est né avec le plan calcul en 67. Hein, c'est où le général de Gaulle avait lancé le plan de calcul pour la souveraineté. On parlait déjà de la souveraineté informatique de la France, donc il y avait une dimension industrielle et puis une dimension recherche avec la création de l'INRIA. Et voilà. Et donc Rennes a été le deuxième centre INRIA créé en France. Combien maintenant aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y en a 9. Il y en a 9, un à Paris, un à Saclay, un à Rennes. À Sofia Antipolis, à côté de Nice, à Grenoble, à Lyon, à Nancy, Lille. Il y en a 9, donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère n'avoir oublié personne. Et toi, tu as été directeur. Et Bordeaux, si j'ai oublié Bordeaux. Et tu as été directeur pendant quelques années du centre de Rennes, qui représente combien de personnes aujourd'hui ? Alors le centre, c'est pas comment on compte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'INRIA, comme d'autres organismes, mène beaucoup de partenariats avec d'autres acteurs du domaine de la recherche et donc avec les universités, bien entendu, il y a des équipes communes avec le CNRS aussi ou d'autres établissements. Donc en particulier sur Rennes, on a beaucoup d'équipes communes avec l'université de Rennes et aussi l'INSA de Rennes, à travers aussi le laboratoire IRISA. Voilà, donc il faut bien comprendre que nos équipes, il y en a certaines qui sont purement INRIA, ça dépend des centres, mais beaucoup sont communes avec d'autres partenaires parce que la recherche se fait à plusieurs. Hein. On a toujours intérêt à rassembler les forces et voilà. Et donc l'INRIA, sa particularité aussi, outre son organisation en centre, c'est donc c'est l'équipe projet, donc une mission d'équipe qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire que donc du coup à un côté agile, c'est-à-dire qu'on crée des équipes sur un sujet particulier, sur un projet qui émerge. Ces équipes-là donc rassemblent quelques chercheurs et des étudiants, des doctorants et doctorantes pour mener pendant quelques années des travaux sur ce sujet-là. Et puis au bout d'un moment, on passe à autre chose, quoi. Et puis ces équipes aussi travaillent aussi le numérique percole dans beaucoup de domaines. Donc l'INRIA s'est très vite évidemment penché vers les télécommunications, puis vers la santé, puis d'autres domaines, et aujourd'hui plus récemment vers les SHS. Donc le numérique percole vers beaucoup d'autres disciplines. Donc l'INRIA s'engage aussi non seulement à travailler sur son corps de discipline, mais également sur les interactions avec d'autres disciplines. Et l'INRIA aussi dépend de deux ministères pour terminer. Bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi le ministère de l'Industrie, ce qui est moins connu parce que l'INRIA a deux missions fondamentales, l'excellence scientifique, à mener la recherche au meilleur niveau mondial, mais également assurer un transfert de la recherche vers le monde de l'industrie sous différentes formes, soit par des transferts de logiciels, soit par des transferts de personnes, soit par des créations de start-up,
soit par de l'open source. Enfin, il y a des tas de modalités. Et l'INRIA, depuis des années, a créé plus de 150 ou 160 startups et s'engage énormément aussi vers le transfert industriel, en partenariat, bien sûr, avec les acteurs économiques. Oui, donc là, ça nous amène à une question qui va peut-être être importante pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est la question des métiers qui résultent de ce domaine, je dirais, de l'information, traitement de l'information, communication, ce qu'on appelle les STIC des fois, de manière avoir un label court. Non seulement ces métiers, mais j'aimerais bien que tu nous dises aussi quelques mots sur les problèmes éthiques et sur les problèmes de multidisciplinaires vis-à-vis des sciences humaines et sociales qui aujourd'hui prennent un peu plus de place peut-être dans notre propre champ et dans ton propre champ que dans le passé. Alors, je ne sais pas combien il nous reste de temps. Non, Félix. 5 bonnes minutes. Hein. Voilà, donc Le temps s'est rallongé. mais tu peux prendre dans l'ordre que tu veux pour non, d'abord, t'intéresser à ce que tu as à cœur de traiter. Oui, alors d'abord dans les aspects de métier, oui, là, je ne peux qu'encourager nos éditeurs, auditrices à se tourner vers ces métiers-là qui sont des métiers passionnants. Alors dans la recherche académique, mais aussi la recherche dans le milieu industriel, ou voire dans les entreprises, hein, puisque le numérique quand même est une technologie qui ne fait que progresser, donc et évoluer. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles à faire. Donc je pense que c'est un métier qui peut attirer. Le numérique, c'est pas que l'utiliser, hein, c'est bien. Un téléphone numérique, c'est bien. C'est un très bel outil, mais c'est important aussi de développer les méthodes. Et c'est très important aussi qu'au niveau français et européen, on soit aussi le plus autonome possible et pas uniquement à la remorque de ce qui se fait aux États-Unis ou en Chine. Donc c'est très important que beaucoup s'investissent dans ces métiers-là, et en particulier les jeunes filles. Hein, je crois qu'on a un déficit criant de jeunes filles dans nos domaines des sciences et numériques. Ça se passe dès le lycée, même avant. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées par l'INRIA et par d'autres acteurs pour sensibiliser les jeunes filles et leur faire comprendre que c'est des métiers qui sont tout à fait pour elles également, et que c'est pas qu'une affaire de geek, loin de là, et que le numérique aujourd'hui, c'est pas que du codage informatique. Le numérique percolant avec beaucoup de disciplines, des métiers dans le numérique sont souvent des métiers, comme tu le disais, mixtes, mélangés, c'est-à-dire que on fait du numérique dans le domaine de la santé, on fait du numérique dans des tas de domaines différents, et également, il y a des relations fortes entre le numérique et la société. Donc, il y a beaucoup aussi de métiers qui tournent autour de la compréhension et de l'analyse sociologique, par exemple, les usages numériques, les usages, etc. Donc, quand on parle du numérique, encore une fois, il faut sortir de l'idée de oui, c'est juste les geeks qui font de la programmation du matin au soir. Non, surtout aujourd'hui, alors on peut le regretter, mais avec les systèmes d'IA générative, le code est de plus en plus produit directement par ces systèmes-là. Donc, c'est des métiers mixtes, en fait, mélangés. Donc, et donc, ça concerne tout le monde, quoi. Alors, rapidement sur l'éthique et l'intégrité scientifique, ce qu'il faut bien comprendre, il y a 3 grands domaines qui ont des relations. Il y a la déontologie, l'éthique et l'intégrité scientifique. Et bon, la déontologie, c'est plutôt lié avec nos métiers de la recherche. L'éthique, c'est l'impact sur la société. Et l'intégrité scientifique, c'est la façon de bien mener ses travaux de recherche, quoi. Et aujourd'hui, vu les attaques que la science connaît malheureusement dans différents contextes, il est très important de montrer toute la rigueur et la sincérité qui existe dans les démarches scientifiques, dans les résultats obtenus, dans leur reproductibilité, et toute cette façon de bien concevoir la recherche, c'est ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous assurer de la qualité, non seulement la qualité, mais la rigueur des travaux, la sincérité des travaux, leur reproductibilité, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible et qu'il y ait une véritable confiance entre la société et les acteurs de la science. Et donc, alors l'intégrité scientifique, en tant que chercheur, on en fait depuis toujours, c'est intrinsèque à notre métier. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mais aujourd'hui, ça a été légiféré, depuis une dizaine d'années, c'est rentré progressivement dans un certain nombre de décrets. Et aujourd'hui, l'intégrité scientifique est partie prenante du Code de la recherche qui est légiféré. Donc c'est légiféré, c'est réglementaire, et tout établissement doit avoir un référent intégrité scientifique qui s'occupe de ces questions-là, de la politique d'intégrité scientifique de l'établissement. Et puis malheureusement, il y a aussi des manquements justement à l'intégrité scientifique. Il faut être capable de les signaler, de recevoir ces signalements, de les instruire et d'assurer ainsi que les manquements, quand il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, certains font des fois l'actualité, que ce soit du plagiat ou des problèmes d'autorat ou d'expériences qui n'ont pas été conformes.
il faut aussi qu'on s'en empare, qu'on les traite et que justement on identifie ces manquements et qu'ils soient réprimandés et corrigés s'ils existent, quoi. Donc la vérité scientifique, c'est un élément très important aujourd'hui de la recherche, quoi. Un sujet qui est récurrent depuis que la science existe. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'il y a des moyens un peu, Oui, Mais aujourd'hui, différents. on pourrait croire que ça s'amenuise maintenant avec tous les moyens de contrôle qu'on a, mais en fait, malheureusement, ça peut tendance à s'amplifier parce que le nombre de publications explose par le monde, le nombre de supports de publications aussi, et puis l'émergence de l'IA générative aussi fait craindre aussi un certain nombre de choses. Donc, on est plutôt dans un monde, malheureusement, c'est pas que dans notre domaine, mais où les risques, où les dangers continuent à exister, voire parfois se multiplient, quoi. En espérant qu'on reste quand même dans un contexte créatif et coopératif. Donc là, on a vu l'ouverture du domaine des sciences, communication, information, vers les sciences humaines et sociales. On a vu que là, il y a des métiers, il y a des initiatives qui peuvent se prendre sous diverses formes, pas seulement dans le domaine de la recherche, mais dans le domaine des entreprises. On vient de voir qu'il y a des problèmes et des grandes questions qui se posent pour détecter toutes les falsifications dans l'image, possible à partir de l'IA générative. Il y a une question peut-être un peu finale, je ne sais pas si on a le temps. Ça va être l'heure de la question finale. Qu'est-ce que tu aurais comme message pour les jeunes auditrices et auditeurs, leur dire, les encourager, comment leur dire intéressez-vous à ça, je sais pas, quel est... Oui, bien entendu. Alors, un message fort pour les jeunes, en particulier les jeunes auditrices, vraiment les encourager, parce que un métier, des solutions qui sont développées essentiellement par des hommes, c'est pas bon, ça. Je veux dire, les utilisateurs, ils sont aussi bien des hommes que des femmes. Il n'y a pas de raison que les femmes ne contribuent pas à ces outils qui aujourd'hui ont une place énorme dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Donc, un message peut-être vers les jeunes filles. Il y a beaucoup d'initiatives. L'INRIA en fait, mais d'autres aussi. C'est les acteurs de la recherche font beaucoup d'initiatives vers les jeunes filles pour populariser ces métiers. Vous avez certainement eu dans vos collèges et vos lycées, parce que ça se fait beaucoup, des présentations. Le ministère a lancé une initiative qui s'appelle Tech pour toutes, qui a un site web aussi. L'INRIA contribue, mais pas que, l'établissement aussi. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour essayer de convaincre les jeunes filles en particulier que c'est des métiers et des sujets qui les concernent, et au contraire, on veut qu'elles viennent parce qu'elles apportent des savoir-faire. Un autre regard, une autre dimension qui est indispensable au métier du numérique. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ce n'est pas qu'une affaire de geek. Venez, il y a beaucoup de choses à faire, des choses très différentes. Et c'est un vrai métier. Le numérique, il y a énormément de choses à faire. Et on sent en particulier la recherche. Donc, on sent que la passion est toujours là, hein. Ah, ben oui. Bon, un grand merci, Patrick, pour nous avoir raconté un peu d'histoire et puis nous ouvrir un peu l'avenir dans un secteur qui est effectivement très, très porteur. Donc, à une autre fois peut-être. Merci à vous. Hein. Merci à Patrick, merci à toi Jean-Louis. Je rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs que, il y a le podcast évidemment sur le site de la radio, radiolaser.fr en minuscule et sans espace, et l'article sur la plateforme unidiver.fr, qui est une plateforme culturelle qui couvre les arts, dont l'art de vie, mais aussi les sciences et la littérature qui t'est chère. Voilà. Félix. Et si je peux me permettre une dernière petite remarque, je vous encourage aussi les jeunes à aller sur le site d'Interstice. Interstice, vous le trouverez sur votre moteur de recherche préféré, qui est un site de médiation scientifique, parce que non seulement c'est important d'utiliser le numérique, mais c'est important de comprendre le numérique, comment ça fonctionne. Et donc Interstice, c'est un site de médiation scientifique qui est très bien fait, et sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations sur le numérique. On le mettra en lien dans l'article d'Unidiver. Merci à vous, merci à toutes nos auditrices et nos auditeurs, et je vous dis au mois prochain.